si je vous parle un petit peu de la vision des personnes en situation de handicap face à la sexualité, on va parler soit de l'ange, soit de la bête. Les personnes en situation de handicap, c'est bien connu, ont des envies sexuelles bien au-delà de la norme, ou les personnes en situation de handicap vont rester des anges éternels et n'auront pas du tout besoin de sexualité. Et jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, c'était cette conception qu'on pouvait avoir du handicap et de la sexualité. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM, le mercredi, on parle de santé sexuelle avec Nadia El Bouga. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, l'éducation aux sexualités et à l'affectivité des personnes en situation de handicap mental et psychique, et plus précisément en institution, avec notre invitée Alexia Perret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éducatrice à la sexualité, sexothérapeute et thérapeute du couple. Vous avez eu une première vie, alors je ne sais pas si c'était une vue, mais en tout cas vous avez une première vie professionnelle. Et après, vous vous êtes formée aux disciplines sexuelles. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Alors c'est rigolo parce que quand on me demande à la fois pourquoi j'ai été éducatrice spécialisée et puis pourquoi j'ai choisi la sexualité, j'ai toujours cette réponse qui dit je ne sais pas pourquoi, c'est un peu la discipline qui m'a choisie et qui m'est tombée dessus. Et à chaque fois, j'y suis allée plutôt par hasard et je me suis trouvé une vocation finalement. Mais vous avez quand même eu une première vie d'éducatrice oui, avant. En fait, donc finalement, c'était pas votre premier choix. Non, alors en fait, c'est surtout toute cette expérience d'éducatrice spécialisée où j'ai rencontré pas mal de situations dans lesquelles la sexualité s'invitait, qui a commencé à me questionner en fait sur comment on traite ce sujet finalement si compliqué en institution et qui est aussi très tabou. Et alors, c'est vrai que... Quand vous parlez d'institution, on va définir le terme, parce que institution, c'est un vocable unique, mais qui englobe plein d'institutions. Oui, c'est vrai. Alors, quand vous dites travailler en institution, de quelle institution parlez-vous ? Moi, j'ai principalement travaillé dans des institutions du médico-social qui accueillent, du coup, des personnes en situation de handicap. Donc, moi, j'ai beaucoup exercé en foyer de vie et en maison d'accueil spécialisée. En fait, les structures sont un petit peu classées selon le niveau d'autonomie des personnes dans lesquelles où on va les accueillir, en fait. Donc, du coup, par exemple, le foyer de vie dans lequel j'ai travaillé en dernier, c'est des personnes qui ont une légère déficience intellectuelle et qui vont être capables de prendre seuls les transports en commun et de pouvoir vivre dans un appartement, par exemple, mais qui vont pouvoir être vulnérables par rapport à la société, à qui on peut facilement extorquer de l'argent ou demander des choses que tout un chacun pourrait dire non et eux, ils n'y arrivent pas. Donc votre spécificité, c'est d'avoir travaillé dans des institutions où il y a des personnes en situation de handicap psychique et mental. Oui, c'est ça. Et ou mental. Alors c'est quoi la différence justement ? Je ne suis pas certaine que le grand public fasse la différence entre le handicap psychique et le handicap mental. Le handicap mental, ça va être surtout ce qui est autour de la déficience intellectuelle. On parle de personnes qui, de fait de cette déficience, par exemple, pourraient ne pas avoir appris à lire ou à écrire. C'est quand les capacités cognitives ont pu être atteintes. Alors que le handicap psychique, on va plutôt être sur une altération des relations sociales ou de la relation à l'autre et une perception finalement du monde qui nous entoure qui peut être différente. Et en fait, le handicap psychique, la définition est venue surtout des associations qui étaient défendues par des personnes en situation de handicap psychique parce qu'il n'y a pas d'altération du développement intellectuel. Et que du coup, c'est des personnes qui vont pouvoir travailler, qui vont avoir une scolarité tout à fait normale comme les autres, avant peut-être des fois d'avoir des problématiques au niveau des relations en fait. Est-ce qu'on pourrait par exemple classer dans cette, j'aime pas le terme, mais catégorie de personnes en situation de handicap psychique, une personne qui serait par exemple suite à une dépression finalement en incapacité de pouvoir poursuivre en fait le cours de sa vie comme antérieurement. Alors on pourrait classer est assez intéressant parce qu'effectivement les livres qui définissent les maladies, donc le DSM-5
va effectivement classer la dépression comme une maladie psychique, comme un handicap psychique. Moi, j'avoue, en tant que personne et en tant qu'ancienne éducatrice spécialisée, il m'est un peu plus difficile de classifier les gens en fonction de leur handicap. Moi, j'accueille des personnes avec des besoins et des problématiques. Et le fait de savoir quel type de handicap aurait pu les classifier m'importe peu, finalement. Et en plus, j'ai pas envie de rentrer des gens dans des cases en fonction de leur handicap. Donc, vous prenez, vous, la notion de handicap au sens large. Alors, je vais parler justement de personnes en situation de handicap. Et c'est là où est toute la nuance, parce que c'est la société qui va faire que ces personnes soient à certains moments en situation de handicap. Elles ne sont pas handicapées. Il y a des choses qu'elles vont pouvoir faire comme vous et moi, et d'autres qui seront plus compliquées parce qu'on ne s'est pas forcément adapté à certaines problématiques qu'elles peuvent rencontrer. C'est le fameux concept dont on a parlé avec Elisa Rojas, qui est une personne en situation de handicap et qui est par ailleurs une très grande avocate, qui parle du validisme. Donc justement, cet outil qui permet de mettre en lumière le fait que finalement, validisme ou capacitisme, que finalement c'est la société qui met les personnes en situation de handicap et que si... Et le regard qu'elle porte sur ces personnes. Exactement. Si on repensait notre société autrement, on ne parlerait pas de handicap probablement. Parce qu'on les regarde avec notre regard de personnes valides. Et c'est vrai aussi des personnes qui travaillent dans les institutions. On en reparlera tout à l'heure. Est-ce que le handicap et la sexualité, c'est devenu un sujet important ou c'est faussement important Ou on fait croire que c'est important parce qu'on commence à en parler à la radio, chez Brigitte Lahaye, qu'il y a des colloques, des journées. Alors, il y a deux nuances à apporter à ça. C'est un sujet qui est très important et qui est très mis en avant par les personnes qui sont en situation de handicap moteur, parce qu'elles peuvent être militantes, parce qu'elles peuvent le défendre. Du côté du handicap psychique et mental, c'est plus compliqué. Les personnes n'ont pas encore pu se monter en association et défendre tout ça. Donc, c'était semi-important jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'au dernier Grenelle des violences, qui en fait s'est rendu compte qu'il y avait un taux de personnes en situation de handicap qui vivaient des violences énormes. Et du coup, enfin, l'État s'est saisi de cette problématique et depuis, c'est pas vieux, depuis le mois de juillet, toutes les structures du médico-social ont pour obligation de fournir une éducation à la sexualité des personnes accompagnées et de former leurs professionnels. Alors ça reste très hypocrite parce qu'on peut former son professionnel pendant 2 heures et dire ça y est, on l'a fait, ou décider de vraiment prendre en main le sujet. On forme des gens en 2 heures, vous me faites peur, vous. C'est pour ça que je parle d'hypocrisie. Oui, en 2 heures... Même déjà en un après-midi, je veux dire, franchement, sur des sujets aussi profonds. En 2 heures, on a à peine commencé à déconstruire. Et encore. On a peut-être juste posé quelques définitions. Vous dites que finalement, ce sujet-là, il est à l'intersection de 2 tabous, le handicap et la sexualité. C'est effectivement deux choses qu'il faut garder plus ou moins cachées, en fait. Et du coup, les personnes... Cachées pourquoi ? Caché pourquoi si je vous parle un petit peu de la vision des personnes en situation de handicap face à la sexualité, Alain Djamil l'avait très bien défini dans un de ses bouquins. On va parler soit de l'ange, soit de la bête. Les personnes en situation de handicap, c'est bien connu, ont des envies sexuelles bien au-delà de la norme, ou les personnes en situation de handicap vont rester des anges éternels et n'auront pas du tout besoin de sexualité. Et jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, c'était cette conception qu'on pouvait avoir du handicap et de la sexualité. D'ailleurs, vous dites quelque chose de très important dans votre travail de recherche, parce que il faut le redire, vous avez écrit un mémoire sur le sujet au terme de votre Master 2 et qui va se poursuivre probablement dans une thèse par la suite. Vous dites que généralement, quand on parle des personnes en situation de handicap, et notamment psychique et mental, on a l'impression qu'on parle d'un 3e genre. En fait, ils sont ni filles, ni garçons, ni femmes, ni hommes, mais ils sont un objet, on ne sait pas, non identifié. Souvent, on parle des hommes, des femmes et des handicapés. Mais notre société le traduit très très bien avec juste les toilettes.
Je crois que dans toutes Quand les vous parlez des structures... toilettes, c'est pas Les WC. c'est pas les WC. Si, c'est les WC. J'ai cru que c'était la toilette qu'on faisait aux gens. Ah, ça c'est un autre sujet encore. Mais vous pouvez aller dans n'importe quel lieu public et vous trouverez dans tous ces lieux publics les toilettes pour les hommes, les toilettes pour les femmes et les toilettes pour les handicapés, comme si c'était une fois de plus un troisième genre. Oui, non, mais c'est parce qu'en France, c'est pour des questions d'accessibilité, non ? Non ? Mais on pourrait marquer sur la porte oui. handicapé homme et handicapé femme. Ah On oui, pourrait d'accord. encore Pas mieux Oui. ne pas genrer les toilettes. Ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde. Non. Alors, ça, Là, vous allez trop loin. non. Moi, je croyais que c'était pas un sujet en entreprise. Je croyais que c'était pas un sujet. Et à un moment donné, les filles vont aller voir la DRH qui vont dire ah c'est pas possible parce que les garçons ils font pipi partout. Je vous jure que c'est un vrai sujet. Mais revenons à nos moutons quand Oui, même. D'accord, mais c'est pour ça que je peux vous dire que c'était bon voilà, mais La remarque d'Alexia est plus que pertinente parce qu'effectivement, le logo qui représente les personnes en situation de handicap n'est pas genré. Donc ça veut dire que quelque part, on considère ces personnes comme n'appartenant à aucun des deux sexes alors qu'ils ont probablement leur spécificité aussi de genre. Que l'on soit d'accord ou pas sur ces questions de binarité, hein, j'entends. Mais voilà, ça peut questionner ces mêmes personnes du fait de ne pas être reconnues dans une... Alors pour le coup, en fait, une norme. Rejoint, oui, et ça rejoint en fait aussi le fait que ces personnes ne sont pas adultes aux yeux des familles et du coup souvent aux yeux des personnes qui vont les accompagner. Du fait de cette vulnérabilité, c'est comme s'ils étaient des enfants éternels. Et ça se rejoint dans les sigles. Comme les personnes âgées, le traitement qui qu'on peut avoir, redeviennent des enfants. Oui. Enfin non, qu'on infantilise infantilise. Et donc en tirant ce fil-là, pour le coup, alors évidemment, nous ne sommes pas d'accord là-dessus avec les personnes qui posent cet argument-là, mais comme on ne parle pas de sexualité aux enfants, on ne parle pas de sexualité aux personnes en situation de handicap mental et psychique. Évidemment, on parle de sexualité aux enfants. Là, je prends le discours des personnes qui est quand même majoritaire, qui disent que la sexualité ne concerne pas les enfants. Ils n'ont pas à avoir d'éducation sexuelle, que c'est plutôt quelque chose qui commence à l'adolescence, voire même plus tard. Alors, évidemment, en tant qu'éducatrice aux sexualités, vous ne partagez pas... Forcément, on va défendre le contraire, mais ça m'est encore arrivé dernièrement d'entendre qu'on va quand même pas leur en parler pour leur donner des idées. Voilà, on parle de l'éducation aux sexualités et à l'affectivité des personnes en situation de handicap mental et psychique en institution avec notre invitée aujourd'hui qui s'appelle Alexia Perret, qui est éducatrice à la sexualité, sexothérapeute et thérapeute du couple. Et cette question de la sexualité revient aussi à s'interroger à la question de l'intimité en institution. En quoi cette intimité en institution, elle est toujours bafouée ? Alors, l'intimité en institution, c'est un sujet très compliqué parce que c'est une vie qui est en permanence dans le collectif. Et du coup, tous ces moments qu'on peut vivre à la maison dans l'intimité, comme juste le soir regarder un film ou partager un repas, vont tout de suite rentrer dans l'ordre du collectif quand on vit en institution. Et du coup, il y a des sujets qu'on va aborder qui pourraient relever de l'intimité. Quand on commence à en parler à table, ça devient un peu plus compliqué parce que l'intimité, elle va se jouer autour d'un groupe d'une dizaine de personnes. Et puis, souvent, dans les institutions, tout se sait. Les murs ont des oreilles. Et tout ce qui pourrait être secret ne le reste pas très longtemps. Donc, est-ce qu'on peut parler de police institutionnelle ? Oui, on peut parler de police institutionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait... du coup, les éducateurs vont se retrouver à être les policiers d'une institution dont ils ne connaissent pas toujours le cadre, en fait. Parce que les éducateurs spécialisés et toutes les équipes accompagnantes qui peuvent travailler en institution sont toutes à la base de bonne volonté. Il n'y a pas des personnes qui viennent travailler là pour faire du mal aux gens. Le malaise, il est surtout institutionnel, en fait, parce que ces personnes se retrouvent à poser des cadres sur des règles qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes. Et souvent, c'est très compliqué, et particulièrement en termes de sexualité, c'est très rare qu'une direction institutionnelle
disent vraiment dans quelle direction il faut aller et osent se positionner sur la manière dont on va défendre le droit à la sexualité des personnes. Alors prenons un exemple concret dans une institution, par exemple une institution dans laquelle vous avez travaillé, le type d'institution dans laquelle vous avez travaillé où les personnes sont dans un handicap plutôt léger, psychique et mental léger. Si deux personnes souhaitent se mettre en couple et se plaisent et donc passer à une relation sexuelle et affective. Oui. Alors, je ne vais pas prendre par exemple, la dernière structure dans laquelle j'ai travaillé parce que cette structure a à peu près, je dirais, 4 ou 5 ans d'avance sur les autres et la vie de couple était largement possible dans cette structure-là. Mais dans les différentes structures que j'ai pu rencontrer justement pour écrire ce mémoire, je me suis rendu compte qu'il y a ce qui relève du droit et il y a ce qui n'est pas dit. Je prends pour exemple le fait de pouvoir dormir ensemble. Quand j'interviewais les professionnels, ils me disaient « oui, bien sûr, ils ont le droit de dormir ensemble, c'est d'ailleurs écrit dans le projet de fonctionnement. » Et quand une demi-heure plus tard, j'en parlais avec les personnes accueillies me répondaient « oui, bien sûr, alors si le directeur est informé, si mon éducateur référent est d'accord, en gros, si toute l'équipe est au courant que je suis en couple, et attention, être en couple, ça veut dire aussi en couple sérieux. Si je suis seulement depuis une semaine ou 2 en couple, on ne va pas encore considérer que c'est sérieux. Donc il y a aussi des rites à passer et des règles à respecter qui vont pouvoir faire dire aux professionnels que, allez, là c'est bon, c'est vraiment un couple sérieux, on les autorise à dormir ensemble. Mais c'est le plus souvent ça qu'on rencontre et très peu souvent le fait de dire, en fait, vous avez le droit. Et moi, dans la structure dans laquelle je travaille, c'est ce qui est arrivé. Les personnes accueillies sont toutes allées voir la directrice pour lui demander. La directrice leur a répondu, mais en fait, je n'ai pas à décider pour vous, c'est votre droit. Et finalement, les professionnels, quand ils ont entendu que la directrice ne se positionnait pas ou disait ils ont le droit, comme il y a quand même cette espèce de tabou et de légende urbaine que s'il y a une personne en situation de handicap qui tombe enceinte, on pourrait emporter la paternité. Du coup, mes collègues les renvoyaient tous vers Alexia, qui est référente sexualité et qui, du coup, saura traiter ça et saura éventuellement porter la paternité si besoin. Donc, ça reste en fait très compliqué pour les professionnels. Oui, parce que finalement... Mais est-ce qu'on peut s'arrêter sur la question du droit ? Parce que vous dites elles ont le droit. Mais est-ce qu'en termes de droit, il y a des droits précis ? Oui, parce qu'en fait, c'est la liberté d'aller et venir. C'est ce droit-là qui doit être respecté. Et la liberté d'aller et venir, elle est plutôt très claire. On ne doit pas être enfermé dans un établissement et on a le droit d'inviter aussi qui on souhaite dans l'établissement. Et on n'est pas obligé de dormir toujours dans sa chambre. Ouais, sauf que là, finalement, ces personnes en situation de handicap psychique et mental sont assujetties aux mœurs finalement des professionnels, puisque on ne considère dans certains établissements le fait de pouvoir être en couple que si on a démontré finalement qu'on est un couple sérieux depuis un certain temps. C'est-à-dire que finalement on transpose des normes probablement personnelles, culturelles. Et il y a aussi une autre problématique parce que effectivement on parle de structures où les personnes ont cette liberté d'aller et venir et ne vont pas se mettre en danger. Mais il y a aussi d'autres structures où là, la notion entre la liberté et la sécurité va être beaucoup plus difficile à cadrer parce qu'il y a aussi des personnes, notamment dans une des structures dans laquelle j'ai travaillé, qui potentiellement peuvent toujours se mettre en danger, qui vont aller traverser peut-être la route sans regarder, ou des gens qui vont être violentes les unes envers les autres, et pour lesquels il y a quand même une obligation de toujours finalement savoir ce qu'elles font, ne serait-ce que pour leur sécurité. Donc on est toujours dans les institutions un petit peu dans cet entre-deux, entre j'ai très envie de respecter les droits de la personne, mais il m'incombe aussi de la protéger. Et comment je fais, en fait, pour gérer cet entre-deux et ce paradoxe permanent qui est le point d'honneur, en fait, du travail des éducateurs spécialisés et des travailleurs sociaux. Donc là, vous donnez l'exemple des structures de handicap mental et psychique léger. Quid des structures où on a justement des handicaps, du handicap mental et psychique lourd ?
la question de la sexualité, elle se pose aussi dans ce contexte. Comment elle est gérée? Elle se pose encore plus, en fait, parce que c'est souvent des personnes qui n'ont pas les barrières sociales qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Et j'ai par exemple le souvenir d'une personne qui passait sa journée nue. Il était impossible de lui demander de porter des vêtements et un homme ou une femme? C'était une femme. Qui, pour le coup, l'éducation à la sexualité, elle n'en avait pas besoin. Elle avait bien compris la notion de plaisir. Et c'est vrai qu'elle passait sa journée à se masturber. Et du coup, ça posait énormément de problèmes aux professionnels. Qu'est-ce qu'on respecte? Son droit à elle de pouvoir se masturber, ou finalement le droit des autres personnes de ne pas être forcément dérangées par une personne qui est nue à côté d'elle en permanence. Parce qu'on parle bien de partager le repas avec une personne qui est nue à côté de nous. Et du coup, c'est tous ces questionnements... Et comment vous avez tranché alors face à cette question? En fait... c'est la personne elle-même qui a tranché. Elle est restée nue, elle a continué à se masturber. Et on a surtout travaillé avec le reste du groupe sur le fait qu'il y avait d'autres options possibles, peut-être pour ne pas forcément être dérangé par ça. C'est bien la problématique de ces institutions. On a des grandes idées et puis on a la pratique qui nous rattrape très vite. Parce qu'on parle là de handicap mental lourd. Donc il y a cette donnée-là qu'il faut prendre en ligne de compte. Et vous avez beau être spécialisé dans cet accompagnement, ça reste tout de même Moi, mon travail aujourd'hui, compliqué. en tant qu'intervenante dans les structures, va être d'aider les équipes à accepter le fait que ça puisse se passer et surtout à se dire que ce n'est pas parce qu'en tant que professionnel, on peut être dérangé par la situation que toutes les personnes qui vivent dans le groupe le sont forcément. On parlait tout à l'heure de validisme. Le regard que nous posons sur la sexualité est différent de chaque personne qui nous entoure. On ne peut donc pas décider à la place des personnes de ce qui va les déranger ou pas. Et pourtant, à une époque, cette même personne aurait été enfermée dans sa chambre. Alors, elle l'a été, puisque double tour. on parle là de personnes qui sortent d'hôpital psychiatrique. Et donc, cette personne, avant d'intégrer la maison d'accueil spécialisée, vivait enfermée dans sa chambre puisqu'elle ne pouvait pas sortir habillée. Ouais. Qui décide, au final, de la vie sexuelle des personnes en institution? Qui a le droit de décider? Est-ce que c'est la direction? Est-ce que c'est le personnel encadrant? Est-ce que c'est le ministre de la Santé? C'est qui? Alors, ça va être un peu justement le ministre de la Santé et celui de la Solidarité aussi, par les textes de loi qui vont sortir, par les décrets. Le fameux décret dont je vous parlais, qui est sorti en juillet, qui demande à ce que toutes les institutions fassent une éducation à la sexualité et forment leurs professionnels. Mais malheureusement, le cadre, il reste très flou et chacun va pouvoir décider à son propre niveau et à sa propre échelle de la manière dont les personnes vont pouvoir vivre leur droit à la sexualité. Il y a encore des établissements aujourd'hui qui notent dans leur projet de fonctionnement et dans leur règlement intérieur qu'il est interdit de s'embrasser en public, par exemple, ou qu'il est interdit d'inviter quelqu'un dans son logement ou dans sa chambre. Après, sur ces questions de sexualité, la peur sous-jacente de la société reste, vous l'avez cité tout à l'heure, la procréation. C'est toujours cette question en filigrane là qui n'est jamais dite d'ailleurs, d'où le flou des textes. Rappelons quand même, il y a un certain nombre d'années qu'on stérilisait les femmes. Voilà. Enfin, elles entraient, en général, elles entraient pour, je crois que c'était une opération de l'appendicite. Voilà. Et en fait, elles ressortaient et elles ne le savaient même pas, mais elles avaient été stérilisées. Oui. Aujourd'hui, on rencontre un peu moins. Alors, je crois que ça existe de moins en moins. J'aurais envie de croire que ça n'existe plus. Mais bon, il y a quand même la prise de la pilule, en fait. Où, du coup, on va demander à des femmes de prendre la pilule par souci du risque de tomber enceinte, mais aussi parce que c'est bien plus simple de ne pas avoir à gérer des périodes de menstrues quand des femmes sont dans l'incapacité de mettre elles-mêmes une protection, par exemple. Et du coup, ça questionne plus le personnel si elle prend une pilule qui lui permet de ne plus jamais avoir de menstrues. En termes d'éducation à la sexualité, c'est plus compliqué après quand on doit aborder qu'est-ce que c'est les règles, en fait. Alors, c'est très intéressant parce que
quand j'ai recherché cette période justement de pseudo-appendicectomie qui était en fait sur des personnes en situation de handicap, oui. voilà exactement, en l'occurrence mentale, j'ai pas retrouvé de vasectomie. C'est bizarre. Bah oui, non, mais ça questionne quand même. Vrai. C'est-à-dire que finalement, une fois de plus, même chez les personnes en situation de handicap, on fait porter la procréation sur le dos des femmes, au final, même dans ces situations-là. Oui, complètement. Et les normes sociales sont encore plus importantes. On a surtout peur que les femmes soient agressées sexuellement par des hommes. Enfin, tout est encore très hétéronormé dans les structures du médico-social. Hein. Voilà, et nous parlons de l'éducation aux sexualités et à l'affectivité des personnes en situation de handicap mental et psychique en institution avec notre invitée aujourd'hui, Alexia Perret, qui est éducatrice à la sexualité, sexothérapeute et thérapeute du couple. Alexia, dans quelle mesure la sexualité est-elle utilisée en institution comme un moyen de normalisation pour les usagers et usagères ou usagères et usagers? En fait, c'est surtout les usagères et usagers, alors que moi je qualifie de personnes accueillies, qui vont avoir besoin de se mettre en couple dans un souci de normalisation, justement. Qui vont nous dire, moi je veux faire comme tout le monde, je veux me marier, je veux avoir une maison. Dans l'idéal, si je pouvais avoir un labrador, ce serait encore mieux. Et du coup, le plus souvent, ils vont aussi nous dire, mais en fait, j'ai pas le droit d'être pédé, j'ai pas le droit. Et du coup, toute cette norme, à la fois hétérosexuelle et à la fois sur le bonheur, on ne l'obtient que quand on vit en couple et qu'on a enfin réussi à avoir une maison et des enfants, se reproduit forcément sur les personnes qui vivent en institution. Donc, on reproduit la norme. Exactement. Et quand des personnes essayent d'en sortir un petit peu, très vite, on va les ramener à la norme. Moi, j'ai pu entendre des propos du style mais pourquoi tu les laisses avoir plusieurs petites copines? La polygamie, c'est interdit en France. Ou des professionnels qui pouvaient dire à des personnes accueillies mais enfin, c'est pas normal ce que tu fais. Mais depuis quand on a 2 petits copains? Et du coup, on voit bien qu'on est en train de reproduire exactement les normes qu'on pourrait avoir dans la vie de tous les jours. Et c'est encore plus poussé parce que je prends souvent l'exemple, il y avait un homme sur la structure sur laquelle je travaillais qui avait effectivement plusieurs petites copines. Il rendait service. Et en fait, les professionnels le sommaient d'être honnête avec la petite copine déclarée officielle et de lui dire « mais quand même, dis-lui que tu la trompes ». Mais enfin, dans la vie de tous les jours, à qui on demande d'aller dire à son épouse ou à sa conjointe ou à son conjoint « écoute chérie, il faut vraiment que je te dise, je te trompe ». En institution, ça devenait une certaine obligation. C'est-à-dire que finalement, c'est pour ça que je parlais de police des mœurs tout à l'heure, finalement, sous couvert de validisme, une fois de plus, de personnes normales, on impose finalement ce qui nous semble être rentrer dans les clous, ce qui nous semble être acceptable au final. Exactement. Et moi, c'est ça cette richesse que j'adorais quand je travaillais en structure, parce que du coup, les personnes accueillies, finalement, ont une ouverture d'esprit obligatoire parce qu'ils ont dû s'adapter depuis leur plus jeune âge au collectif et à ce qu'on a bien voulu leur imposer. Mais du coup, ils avançaient beaucoup plus vite que les professionnels sur toutes les questions de sexualité. Et quand c'est une personne accueillie qui défend le fait de dire « mais moi, j'ai un amoureux d'amour et en fait, il y a un autre homme qui me fait du plaisir ». Et quand c'est elle qui défend ça auprès des professionnels, je peux vous dire que c'était sacrément enrichissant et sacrément jouissif, justement. J'ai envie de reprendre une citation de votre mémoire, de Joseph Chauvanet, qui est philosophe autiste, et qui dit « Et si les handicapés permettaient d'aider ceux qui souffrent de troubles de la normalité ?» C'est exactement ça. À réfléchir. Alors justement, au terme de votre recherche, vous... Qui est de Charenton d'ailleurs, Joseph. Ah, probablement. C'est vrai? Ouais, d'accord. C'est pour ça qu'il dit ça. Et ben voilà. C'est un voisin, c'est un régional de l'État à part. Vous préconisez l'éducation à la sexualité, mais citoyenne. Alors, est-ce que la citoyenneté sexuelle, exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui. Alors, juste quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. Je n'ai pas inventé ce terme. C'est André Dupras, qui est un sexologue québécois, qui a développé ce terme-là.
En fait, l'idée... Même concept, parce que c'est carrément un concept. Oui. L'idée, c'est de se dire pourquoi on aborderait la sexualité de manière différente par rapport à tous les autres aspects de la citoyenneté. Pourquoi on en ferait toujours un sujet à part. Donc, si on défend les personnes en situation de handicap, en tout cas si on les accompagne pour savoir défendre leurs droits, eh ben moi, dans mon idée, j'ai envie d'aller jusqu'au bout et de les accompagner à défendre leurs droits à la sexualité. Et du coup, je parle avec elles de sexualité, comme je parle d'autonomie dans les transports et comme je parle d'avoir le droit de ne pas manger de tomates au dîner si on n'a pas envie de manger des tomates au dîner. Et c'est le fait de pouvoir le rentrer dans un concept un peu plus global qui va peut-être nous amener à détabouiser cette sexualité parce qu'on en parlera comme de n'importe quel autre sujet. Très bien. Et donc, du coup, ce que vous proposez, là, pour le coup, c'est pas Duprat, hein. Là, c'est bien Alexia. Vous proposez, en fait, de former, de faire, en fait, un travail vraiment sur... échelle. Voilà, exactement. C'est-à-dire, expliquez-nous. Alors, bon, du coup, à la suite de mon travail de mémoire, quand j'ai fait le constat de ce qui se passait dans les structures et des besoins qu'il pouvait y avoir justement en éducation à la citoyenneté sexuelle, j'ai quitté mon poste d'éducatrice spécialisée et j'ai créé ma structure, donc qui s'appelle Sexeco, parce que je veux une égalité sexuelle pour tous. Et l'idée, en fait, c'est de proposer des programmes d'éducation à la sexualité qui vont entrer par trois routes différentes. Donc, c'est à la fois un travail avec les personnes en situation de handicap, par le biais d'ateliers à la sexualité, mais aussi par le biais d'entretiens individuels ou d'entretiens de couple si les personnes le souhaitent. Et à la fois, parce qu'on ne peut pas travailler que d'un côté, en fait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnes accompagnées avancent beaucoup plus vite que les professionnels. Donc, il ne faut pas laisser les professionnels sur le bord du chemin. Donc, du coup, je propose une déconstruction pour tous les professionnels qui travaillent dans le médico-social. Mais on parle aussi des professionnels qui travaillent dans les bureaux, qui sont aussi amenés à échanger avec les personnes accompagnées à n'importe quel moment de la journée. Et du coup, d'amener tous ces professionnels au minimum à se questionner sur les questions de sexualité. Et je propose aussi une formation de référent vie affective et sexuelle, parce que je me suis rendu compte que d'intervenir ponctuellement dans une structure, ça suffit pas. Il faut pouvoir y être au quotidien. Il faut que la confiance se soit suffisamment instaurée pour qu'une personne, par exemple, qui a été victime de violences sexuelles ou qui peut être auteur de violences sexuelles, il y en a énormément dans les structures, puisse se sentir assez sécurisée pour dire « là, il faut que j'en parle » et trouver les personnes référentes avec lesquelles elles pourront en parler. On est bien d'accord que l'idée n'est pas de former des sexologues dans les établissements. L'idée est de former des personnes qui vont pouvoir adopter la posture qui va leur permettre d'accueillir la parole des personnes et de pouvoir les orienter du coup, dans le milieu ordinaire, vers toutes les personnes avec lesquelles elles pourront échanger de cette thématique. Et le dernier volet, c'est de travailler avec les directions d'établissement pour qu'elles puissent réécrire leur projet d'établissement et intégrer la vie affective et sexuelle, peut-être dans l'item qui suivra l'alimentation, pourquoi pas. Alors, c'est juste génialissime parce que finalement, vous mettez... Génialissime. Parce qu'en fait... Voilà, parce qu'en fait, finalement, le travail que vous proposez, c'est, pour reprendre des termes sociologiques, c'est un travail micro, méso et macro. Exactement. Au final. Et du coup, au terme de la lecture de votre travail, je me suis dit, mais ce que propose Alexia, au final, devrait être applicable pour toute la société. Et on dit ici depuis des années que la marge éclaire toujours le centre. Donc au final, c'est peut-être un travail sur cette dite marge qui va finalement éclairer le centre, très, on le sait, hétéronormé, vraiment encore campé sur ses préjugés. Et si ça fonctionne une fois de plus, c'est les personnes en situation de handicap qui auront pu être novatrices et qui pourront aller donner des leçons aux autres personnes. D'ailleurs, il y a un petit groupe que j'ai pu suivre justement pendant 2 ans sur cet atelier dans la dernière structure sur laquelle j'ai travaillé, qui attend désespérément que le Covid soit terminé pour pouvoir intervenir à la fac sur le master d'éducation à la sexualité et pouvoir expliquer aux étudiants qu'est-ce que c'est leur vie affective et sexuelle à eux et de quoi ils ont besoin pour pouvoir la défendre au mieux. Alors oui,
Très pertinent d'avoir fait référence effectivement à ce master dont Alexia est issue, parce qu'il faut dire c'est le seul master en Europe où on traite justement ces questions-là d'inclusivité en termes de sexualité, d'affectivité. Donc voilà. Et il est à Toulouse. Ah oui, ça change tout. Vous auriez dû commencer par ça. Les masters toulousains sont les mieux cotés de France, il faut savoir ça. C'est normal, il fait toujours beau à Toulouse. Bon. Quelle place vous faites à la question du consentement en institution ? Est-ce que c'est un sujet qui, finalement, parce que c'est un sujet qui traverse aujourd'hui beaucoup la société, quelle place a-t-il en institution ? Oui, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué à traiter. Parce qu'il est très difficile de cerner à la fois le consentement et à la fois la compréhension que peuvent avoir les personnes d'une relation qui soit forcée ou pas, en fait. Le plus souvent, quand on est appelé dans les institutions, c'est justement parce qu'il y a eu une problématique, voilà, et qu'on est un petit peu appelé comme des pompiers. Alors, moi, je dis souvent qu'il est d'abord intéressant de déconstruire parce que très souvent, les professionnels vont appeler à la violence sexuelle et au viol. Et très souvent, quand on étudie un peu plus la situation, on se rend compte que la violence, elle est surtout institutionnelle, que les personnes ont eu tendance à faire l'amour un peu rapidement, sans se déshabiller, parce que crainte, en fait, d'être dérangée. Puisqu'aujourd'hui, on frappe, certes, on n'attend pas toujours le oui pour pouvoir entrer. Et du coup, les personnes nous racontent qu'elles ont fait ça vite pour ne pas être dérangées. Et du coup, la préparation à faire en sorte que finalement, que la relation, elle se passe au mieux, peut disparaître, en fait. Et puis, il y a la conception que peuvent avoir les personnes de la violence sexuelle pour avoir échangé avec des personnes qui avaient perpétrer des violences sexuelles dans les établissements, les personnes n'avaient aucune notion du fait de ne pas avoir cherché le consentement. Je me souviens d'un jeune homme qui me disait « Mais je ne comprends pas, si elle me dit que je peux aller avec elle dans le logement, elle m'a dit oui. » Et qui du coup n'ont pas cette nuance de redemander à chaque fois si c'est possible ou pas. J'ai envie de dire finalement c'est la même problématique chez des personnes dites normales. Exactement. Elle m'a invitée chez elle, donc forcément elle était consentante. On le retrouve dans notre société. On va retrouver à peu près les mêmes choses, mais il faut qu'on s'assure encore plus que dans la société civile que la personne en tout cas a su donner son consentement et qu'elle a vraiment donné son consentement. Quand on parle de personnes qui n'ont pas accès au langage verbal, par exemple, c'est compliqué de savoir comment elles ont pu évoquer leur accord sans pouvoir prononcer, ne serait-ce que le oui ou le non. Et c'est toutes ces questions qui posent vraiment problématique aux professionnels qui travaillent dans ces établissements. Alors justement, pour revenir sur rapidement l'éducation à la sexualité, parce que là vous parlez de barrières verbales, est-ce qu'il y a des outils spécifiques qu'on peut utiliser dans ce cadre ? Oui, alors dans les outils par exemple, on va utiliser beaucoup des dessins mais qui vont être à grandeur nature, on va pouvoir utiliser des pictogrammes mais aussi des photos, des poupées. En fait, l'idée, c'est de pouvoir absolument toucher et pratiquer, en fait. Moi, j'arrive toujours sur les structures avec tous mes outils, finalement, qui vont permettre de pouvoir pratiquer, de pouvoir ressentir aussi qu'est-ce que ça peut être, de pouvoir visualiser. Le fait de... Il y a quelque chose qui est très important à savoir quand on travaille avec des personnes en situation de handicap mental ou psychique. Ces personnes n'ont pas accès à la symbolique. Donc, pas accès au second degré et le plus souvent, pas accès à l'image. Donc, il faut un maximum pouvoir être dans le concret. Et l'image, sera ce qui concrétisera le mieux auprès des personnes, tout ça. Eh bien, vous mettrez des images sur cette émission en la regardant sur YouTube dans quelques jours et vous pouvez réécouter le podcast sur beurrefm.net. Alexia, on vous laisse retourner à Toulouse. Merci. Voilà, emportez-nous avec vous. Nadia, on se dit à mardi prochain. J'emporterai un peu de chacun d'entre vous. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.